Mesdames et messieurs, chers amis, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre présence, très nombreuse en cette fin de journée, et un remerciement, si vous me le permettez, très appuyé à nos jeunes élus qui sont avec nous aujourd'hui, les jeunes élus des différents conseils d'arrondissement des enfants qui sont avec nous. Je pense qu'on peut les applaudir. Et qui viennent, par leur présence, témoigner aussi de leur engagement, pour le climat. Donc, ils seront avec nous tout au long de cette soirée pour écouter, débattre, donner des idées, et puis bien évidemment aussi, puisque nous sommes là aussi pour ça, passer un moment convivial. Il est d'usage de faire des salutations protocolaires, surtout en la présence d'élus aussi prestigieux que le président de la métropole, cher Bruno, merci d'être avec nous. Monsieur le député, cher Hubert, beaucoup d'élus de la ville aussi et de la métropole, cher Philippe, qui êtes là ce soir. Mais je vais faire court parce que je dirais qu'en plus du président de la métropole, donc cher Bruno, et de mon adjoint à la transition écologique qui est en charge notamment des questions de résidence, cher Sylvain Godinot qui est là, qui prendront la parole tous les deux incessamment sous peu. Je voulais vous signaler que nous avons deux invités précieux qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. D'abord, Matthew Baldwin, qui est le directeur général des transports et de la mobilité de la Commission européenne, qui sera en visio. Et puis, Madame Nathalie Dompnier, la présidente de l'Université Lumière Lyon 2, en présentiel pour l'intervention principale. Qu'ils en soient les uns les autres donc sincèrement remerciés. Je leur laisserai la parole dans un instant. Vous l'avez senti au mélopée des clarinettes qui viennent de résonner dans la cour d'honneur de notre hôtel de ville. Nous avons quelque chose à fêter ce soir, quelque chose à célébrer, quelque chose à lancer. Nous sommes réunis parce que nous nous sentons inspirés et que nous avons envie d'inspirer. C'est donc une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui en tant que maire d'une ville lauréate du programme européen des 100 villes intelligentes et climatiquement neutres d'ici 2030. Dunkerque en sera, Paris en sera, Marseille en sera, les métropoles d'Angers, Nantes, Dijon, Bordeaux, Grenoble en seront, et Lyon. Lyon en sera aussi accompagné et épaulé par la métropole de Lyon. La Commission européenne a annoncé il y a quelques jours à peine la liste des 100 villes retenues. Et nous, c'est notre souffle que nous avons retenu, parce que le verdict est de ces résultats qui comptent pour le destin d'une ville. L'élan qui nous est donné, et que nous espérions si fort recevoir de la part de la Commission européenne, confirme que nous sommes loin d'être isolés dans cette ambition que nous portons au cœur et que nous avons matérialisée dans la conduite de nos politiques publiques depuis plus de 20 mois. Celle de faire la transition écologique à hauteur de territoire pour qu'elle se généralise et devienne incontournable à hauteur de pays. Malgré les aléas, les restrictions liées à la crise sanitaire, le contexte international, les 100 villes sélectionnées, sachez qu'elles proviennent des 27 États membres et 12 autres villes s'ajoutent qui proviennent des pays associés. Göteborg, Stockholm, Copenhague, Malmö, Lahti, Vilnius, Łódź, Bratislava, Budapest, Sofia, Ljubljana, Bergame, Bologne, Prato, Turin, Milan, Munich, Francfort, Leipzig, Barcelone, Séville, Porto, Dublin, Anvers, Amsterdam. Je ne peux les citer toutes, il y en a 100. Mais sans vouloir faire de différence parmi les villes lauréates, je note qu'avec nombre de ces villes, nous entretenons déjà des relations de coopération, de proximité, d'échange de bonnes pratiques.
en particulier au sein de réseaux comme le C40. Et un salut au passage à mon adjointe aux relations et aux coopérations internationales, Sonia Zorotsov, qui est souffrante ce soir, mais qui nous écoute à distance et sera naturellement avec nous pour la suite. Ces réseaux, le programme va permettre de les renforcer. Et comment ne pourrais-je avoir une pensée particulière pour Marseille, avec qui nous sommes conjointement engagés dans une vision pour la protection et la valorisation du Rhône. Depuis le début de notre prise de responsabilité, nous n'avons eu de cesse de le dire et de le mettre en acte. Les villes ont un rôle à jouer pour lutter contre le réchauffement climatique. Pas seulement dans la stratégie d'adaptation à ce qui, avec l'inertie, est d'ores et déjà une réalité inévitable appelée à s'accentuer, mais aussi dans l'atténuation, parce que chaque dixième de degré en deçà des prévisions, c'est une victoire. Lyon devient peu à peu ce territoire pionnier, inspirant le changement. L'impulsion a été donnée, mais maintenant, le mouvement s'accélère. Au lieu de subir et de désespérer, nous agissons et nous espérons. Alors oui, c'est un défi, mais cette ambition, il y a des raisons de se réjouir à l'idée que nous sommes en train de la mener. Elle va s'amplifier. N'y voyez pas une marge de manœuvre qui se réduit, non, c'est une opportunité pour évoluer et être plus proche, davantage dans le partage, toujours plus engagé pour le bien-être de toutes et de tous, attentifs les uns aux autres et à ce qui nous fait réellement du bien. Une ville climatiquement neutre, c'est une ville à inventer collectivement, sobre, apaisée, végétalisée, solidaire, accueillante, hospitalière, prospère, une ville inclusive et consciente des enjeux environnementaux. Cette perspective, elle est la charpente de notre plan de mandat, elle est la raison d'être de notre déclaration d'urgence climatique adoptée en conseil municipal, elle est le ferment de notre rassemblement ce soir. Parce qu'elle se fera avec toutes les forces vives de notre ville et de ses environs, et tous ses partenaires, avec les entreprises, avec les acteurs économiques, avec vous, les entrepreneurs d'hier et de demain, vous, les entreprises du quotidien, les petites, les moyennes, les grandes, nous sommes dans le même bateau pour améliorer la vie des Lyonnaises et des Lyonnais. Et avec les acteurs éducatifs, associatifs, sportifs, avec les chercheuses et les chercheurs, avec les artistes, avec les aménageurs, avec les étudiants, la jeunesse, les enfants, avec les habitantes et les habitants. Nous voulons que ce programme, ce projet, cette promesse, cette envie, ce soit une source qui nourrisse vos initiatives. Et qu'en retour, vous l'alimentiez pour qu'elle devienne une rivière ou un fleuve, le troisième cours d'eau de notre ville, qui nous rendra aussi fiers que les deux premiers. Concernant la gouvernance du projet, mon adjoint Sylvain Gaudinot l'évoquera avec vous dans quelques minutes. L'idée est de mettre en place un Parlement Lyon 2030, c'est une appellation provisoire, qui sera une instance très large, qui réunira tous les partenaires qui agissent. Enfin, nous n'avons pas choisi cette date au hasard. Il n'y a d'ailleurs pas de hasard, seulement des rendez-vous. 72 ans se sont écoulés depuis le texte fondateur de la construction européenne, la fameuse déclaration dite du Salon de l'horloge du Quai d'Orsay, prononcée par Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères. Je voudrais rappeler ces paroles. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. On ne peut s'empêcher de noter que ce n'est pas une coïncidence si nous enchaînons les cérémonies du 8 mai et la célébration du 9 mai. La première pour nous souvenir des espoirs et du soulagement nés de la capitulation allemande, le 9 mai pour nous remémorer l'acte hardi, l'acte constructif qui devait empêcher à jamais la répétition d'un conflit sanglant entre la France et l'Allemagne, les deux piliers de départ de la construction européenne. À Lyon, nous aimons l'Europe. Nous ne nous contentons pas d'une simple journée, nous mettons ces valeurs humanistes en lumière et nous les faisons vivre par des événements pendant tout le mois de mai. Débats, rencontres, découvertes. C'est un programme fourni que nous allons vous proposer en lien avec la métropole pendant quelques semaines et que vous pourrez retrouver sous l'intitulé « Joli mois de l'Europe ». Mais j'y reviens. Robert Schuman, pour établir une solidarité de fait, a d'abord imaginé, je cite, « une Europe solidement unie et fortement charpentée. Une Europe où le niveau de vie s'élèvera grâce au groupement des productions et à l'extension des marchés qui provoqueront l'abaissement des prix. » Robert Schuman était travaillé par une utopie qu'il ne voulait pas voir demeurer au stade d'idées suspendues. Aujourd'hui, à l'heure du pacte vert, l'Europe a un autre projet, impérieux certes, mais aussi généreux et mobilisateur, qu'elle peut rendre très concret pour unir ses populations dans une communauté de destin. C'est celui de la transition écologique dans la justice sociale. La sobriété, l'égalité, la fraternité, la responsabilité à l'égard des ressources planétaires et l'imagination créative libérée, voilà ce que nous avons à faire en Europe. Voilà ce qui peut nous lier quand nous regardons à l'horizon de Lyon 2030, quand on voit le Lyon 2030 se dessiner avec vous et grâce à vous. Nous souhaitons et nous savons que vous allez y prendre votre place, toute votre place. Je sais, vous savez, nous savons que c'est le meilleur moyen de vivre heureux et en paix. Bonne soirée à tous. Merci, Monsieur le maire. Et pour illustrer vos propos, une courte vidéo sur Lyon 2030. À présent, j'appelle Sylvain Godinot. Sylvain Godinot est adjoint au maire, délégué à la transition écologique et patrimoine politique de résilience et rapport de développement durable. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire ma très grande fierté, ma très grande joie de vous voir si nombreux ce soir. Vous dire que vous allez le sentir, je suis un petit peu stressé quand même, je dois bien le reconnaître.
Alors, stressé parce que je n'ai pas l'habitude de parler devant une telle audience, stressé aussi parce que pour moi, porter ce sujet climatique sur lequel je travaille depuis 20 ans, c'est une responsabilité particulière, c'est une responsabilité devant les jeunes générations et je suis très heureux d'avoir des enfants parmi nous ce soir. Je suis vraiment très touché que vous soyez là. Et puis, c'est une responsabilité, et vous sentez que je suis un peu ému, par rapport au reste du monde, par rapport aux milliers d'Indiens qui risquent leur vie actuellement à cause des canicules. Et c'est une situation que nous savons qui va se reproduire. Donc, nous sommes là pour parler d'un événement festif, la sélection de la ville de Lyon au 100 villes climatiquement neutres, mais nous sommes là aussi pour affronter un défi majeur de l'humanité, et je ne peux pas l'oublier, et il est présent en moi ce soir. Alors, je voudrais commencer par des remerciements, comme ça je serai sûr de ne pas les oublier. Je voudrais commencer par vous dire déjà tous les remerciements que je souhaite adresser au service de la ville de Lyon, en particulier à la mission Transition écologique. Et je voudrais que les personnes de la mission Transition écologique fassent un petit coucou pour que vous puissiez les identifier ce soir. Alors vous en voyez parmi nous ici. Elles se sont réparties dans toute la salle. Julie, je voudrais que vous releviez la main pour qu'on puisse vous identifier. Donc Julie sera la chef de projet de ce projet Lyon 2030 pour la ville de Lyon. Je voudrais également remercier le service Relations internationales qui est partagé avec la métropole de Lyon et sans qui rien n'aurait été possible. Donc nouvelle salle d'applaudissements s'il vous plaît. Remercier le cabinet du maire qui a cru dès le premier instant à la démarche et sans qui nous n'aurions pas été mobilisés aussi rapidement et nous n'aurions pas été aussi performants dans notre réponse. Et je voudrais notamment citer Laurence Berne. Et puis remercier l'ensemble des services qui se sont mobilisés, notamment la DGUIT qui a assuré une coordination technique sur le sujet, mais souligner que l'ensemble des services ont été mobilisés pour valoriser ce que Lyon fait déjà. Donc on peut les applaudir aussi. Et puis dans les acteurs que je souhaite remercier, il y a également la métropole, parce qu'évidemment c'est un sujet conjoint entre la ville et la métropole. Je voudrais te remercier Philippe Guelpa-Bonaro d'être parmi nous ce soir, et puis te remercier Bruno Bernard d'être parmi nous ce soir aussi. Vous assurer que évidemment cette démarche, nous la construisons en complémentarité avec celle de la métropole, et nous continuerons à faire ainsi. Alors, pour commencer, je voudrais prendre un petit temps de recul et vous dire que tout ne s'est pas fait en quelques mois. Hein. Nous ne partons pas de zéro, donc revenir un peu en arrière, nous rappeler que le 24 janvier, nous étions 80. Donc, je ne sais pas si on va avoir cette croissance exponentielle encore longtemps. Je le souhaite, on va dire, dans un premier temps. Vous rappeler que nous sommes tous réunis pour poursuivre cet engagement. Et vous dire que cet engagement de la ville de Lyon, comme de la métropole sur le climat, il est déjà ancien. En 2008, la ville signait la Convention des maires pour le climat et s'engageait à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, ses consommations d'énergie et d'atteindre 20% de production d'énergie renouvelable. Cet objectif a été en grande partie atteint, pas complètement, mais en grande partie atteint. En 2015, la ville de Lyon a été labellisée Citergy pour la première fois, qui est l'outil de reconnaissance des politiques climatiques et énergétiques locales. Et elle a été renouvelée dans sa labellisation en 2019 avec 65% des points, ce qui ne vous dit pas grand-chose, mais ça nous situe dans les 20 meilleures collectivités françaises. Parallèlement, parce qu'encore une fois, il faut le dire, c'est une démarche conjointe avec la métropole. La métropole a toujours eu quelques années d'avance sur la ville en termes de climat. La métropole était labellisée Citergy quelques années auparavant et se situe 2 points devant la ville de Lyon dans sa politique climatique. Ce n'est pas une compétition, c'est une coopération et c'est un partenariat constant. Alors, nous vous avons mis sur vos chaises un petit dossier Lyon en transition que je vous invite évidemment à consulter. Ce n'est pas un coussin. Et vous verrez à l'intérieur une synthèse en fait de ce qui est le rapport Lyon en transition, qui est maintenant notre rapport développement durable. Vous pourrez voir ce sur quoi nous avançons actuellement. Donc les engagements sont multiples. Nous avons des engagements autour de la commande publique et de la finance durable. Nous avons des engagements très forts autour de la végétalisation de nos écoles et de nos crèches.
Des engagements importants aussi sur l'accompagnement de la métropole autour de l'évolution des mobilités, avec les questions de stationnement notamment. Un travail sur l'urbanisme, un travail sur l'alimentation, et puis en ce qui me concerne, un travail plus interne sur la flotte de véhicules, les bâtiments de la ville, l'éclairage public, etc. Je ne serai pas plus long et je vous invite à lire ce document. Alors maintenant, où est-ce que nous voulons aller ? Nous sommes passés d'une démarche qui était une démarche essentiellement interne à une démarche qui vient se positionner de façon territoriale. L'objectif de Lyon 2030, c'est bien une neutralité climatique du territoire ville de Lyon, ce qui veut dire 0 émissions nettes en 2030. Donc c'est une ambition extrêmement forte. Il y aura encore des émissions sur le territoire en 2030, donc il nous faudra les compenser. Ça veut dire qu'on a un nouveau sujet qui s'ouvre avec la compensation. Mais évidemment, il va falloir d'abord travailler sur l'accélération de l'atténuation de nos émissions. Pour arriver à faire ça, nous croyons qu'il nous faut renforcer les partenariats, fédérer plus largement les acteurs. Nous croyons que ce n'est pas la peur qui nous fera avancer, mais que c'est l'envie de construire un monde meilleur, que c'est l'espoir, l'enthousiasme et le plaisir de faire ensemble. Pour pouvoir poursuivre, il nous faudra faire sauter un certain nombre de verrous mentaux. Et récemment, on évoquait avec des gaziers le fait qu'il se pourrait qu'en 2030, Lyon n'achète plus de combustibles fossiles. Il se pourrait, c'est même la position que je défendrai en conseil municipal, il nous faut sortir des combustibles fossiles. Donc il nous faut arrêter d'en acheter, évidemment. Nous sommes déjà à 100% d'électricité renouvelable pour la mairie, 25% de gaz renouvelable. Donc notre prochaine étape, c'est de passer à 100% de gaz renouvelable, évidemment de réduire ses consommations de gaz en tout premier lieu. Puis on aura aussi le défi des carburants fossiles qu'il nous faudra traiter. Enfin voilà, il nous faut imaginer ce que c'est que cette transition réussie. Et un des enjeux de Lyon 2030, c'est de nous projeter dans un horizon de temps beaucoup plus court que les exercices climatiques habituels, où on fait de la prospective à 2050, où en gros, un tiers de cette salle, dont moi, n'est plus très frais, voire dans un cercueil. Et donc, on se sent assez peu concerné. L'autre tiers, c'est de la science-fiction. Donc, on est dans un horizon de temps qui est appropriable par la plupart des gens. Et c'est cet horizon de temps entre le court et le moyen terme sur lequel nous espérons pouvoir enclencher des changements importants. Alors évidemment, il y a des enjeux politiques que nous aurons à débattre, des enjeux politiques qui sont liés au choix de société de cette vision de transition écologique qui n'est pas consensuelle aujourd'hui. On le vit tous les jours dans les discussions avec des partenaires régionaux, nationaux, internationaux. Et pour cela, nous avons besoin de débattre très largement. Débattre, à commencer par nos partenaires les plus proches, puisque la ville de Lyon a un certain nombre de partenaires de différents secteurs. Je pense notamment au secteur culturel, je pense également au secteur de l'éducation populaire, au secteur des sports, au secteur toutes les associations locales et citoyennes, tous les acteurs du champ de l'éducation, du périscolaire. Tous ces acteurs-là sont des partenaires quotidiens de la ville et nous allons travailler avec eux. Vous voyez qu'ils sont encore peu présents ce soir. Ça fera partie des objectifs d'ici la première réunion du Parlement Lyon 2030 de les faire rentrer dans cette démarche. Alors pour cela, évidemment, nous allons mettre en place une gouvernance dédiée. Monsieur le maire, vous l'avez déjà cité, un Parlement Lyon 2030. Ce Parlement, ce sera l'instance qui réunira tous les acteurs. Il sera largement ouvert à tous ceux qui adhèrent à cette vision et qui veulent y contribuer. Nous allons renforcer donc la présence d'un certain nombre d'acteurs, je vous les ai cités, la présence des enfants également, je l'ai cité. On fera en sorte que non seulement les représentants des écoles primaires soient parmi nous, mais également les représentants des tranches d'âge des collèges, lycées et étudiants. Pour pouvoir piloter ce Parlement, nous mettrons en place un bureau qui regroupera des têtes de réseau des différents collèges. Le Parlement aura deux enjeux principaux à traiter d'ici la fin d'année 2022. Le premier enjeu sera de réagir, d'enrichir et de faire évoluer une feuille de route Lyon 2030 que la ville va élaborer cet été en partant des documents existants des plans climat de la ville et de la métropole. Et puis le deuxième enjeu sera de recenser auprès de vous tous les actions que vous souhaitez mettre en œuvre, les actions que vous allez proposer pour venir contribuer à cette démarche et voir comment la ville peut vous appuyer dans la mise en œuvre de ces actions. Donc deux enjeux, la feuille de route qui sera plutôt la vision
à 2030 et l'enjeu d'accélérer l'action avec ce travail sur le plan d'action. Nous allons, pour travailler cela, croiser une approche classique, que je vais dire thématique, donc enjeux sur le bâtiment, enjeux sur les transports, enjeux dans l'industrie, enjeux dans la consommation, l'alimentation, etc., avec une approche plus transversale, et en particulier plusieurs axes que nous avons mis en avant dans notre réponse à la Commission européenne. Un axe de justice sociale, un axe de participation de tous les acteurs, à commencer par les citoyens, et puis un axe autour de la construction d'une vision partagée de la transition écologique réussie. Nous mettrons également en place un comité d'experts qui jouera le rôle de conseil scientifique, qui viendra appuyer ce Parlement Lyon 2030 dans la vision et dans la meilleure compréhension de la science disponible. Et puis, nous nous appuierons également sur des têtes de réseau locales, je l'ai déjà dit, également un partenaire de la ville de Lyon qui est la Fabrique des Transitions, et je salue Jean-François Caron qui le représente ce soir, la Fabrique des Transitions qui va nous aider à travailler sur la prise en charge de tous ces enjeux transversaux et la conduite du changement nécessaire pour réussir cette transition écologique. Quant aux têtes de réseau associatives, du secteur économique, etc., nous les mobiliserons pour qu'elles puissent représenter les différentes catégories d'acteurs. En termes de calendrier, pour conclure, pour finir, nous aurons donc une étape importante le 13 juin avec la précision de la Commission européenne de ce que sera ce Climate City Contract, puisque pour le moment c'est encore assez peu détaillé. Donc nous attendons cette étape-là et nous réunirons le Parlement Lyon 2030 dès juillet pour avoir une première séance d'installation qui vous permettra de réagir sur la proposition de gouvernance et sur la proposition de plan de travail du second semestre. Je voudrais également préciser, pour qu'il n'y ait pas de déception ultérieure, que pour le moment, la Commission européenne ne s'est pas engagée sur un budget autour de ce projet. C'est un élément essentiel que vous ayez bien tous en tête. Les financements sont anticipés à partir de 2023, une fois que le Climate City Contract aura été signé. C'est-à-dire que pour l'instant, le dossier de candidature ne permet pas d'accéder à des financements complémentaires, et c'est le Climate City Contract que nous allons construire toute l'année, tout le second semestre 2022, qui nous permettra d'aller chercher ces financements complémentaires. Alors d'ici là, pour les prochaines étapes, ce que nous vous proposons, c'est de revenir vers vous pour vous proposer de nous préciser qui seront les interlocuteurs de la démarche au sein de chaque organisation, pour nous proposer de nous mettre en avant les thématiques sur lesquelles vous souhaitez plus particulièrement vous mobiliser, et également les actions que vous mettez déjà en œuvre et que vous aimeriez inscrire au sein de ce plan d'action. Donc, une très belle feuille de route, vous l'entendez, pour ce second semestre 2022. Nous prévoyons d'avoir 1-2 séances de ce Parlement. Dans tous les cas, le projet de Climate City Contract vous sera soumis avant la fin d'année 2022 pour réaction et, je l'espère, approbation. Et puis, nous reviendrons vers vous aussi au second semestre avec des groupes de travail qui pourront être soit sectoriels, soit transversaux, soit, si possible, croiser ces deux enjeux, pour qu'on arrive bien à concilier les enjeux transversaux et les problématiques sectorielles. Je vous remercie et je passe sans plus tarder la parole à Bruno Bernard. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les élus, chers enfants qui sont un peu impatients, et je comprends que c'est un peu long parfois les discours, donc je vais essayer de faire plus court. D'abord, féliciter la ville de Lyon d'avoir été retenue parmi les 100 villes pour ce défi de ville climatiquement neutre. Et en cette journée de l'Europe, rappeler à quel point nous avons besoin de l'Europe pour lutter contre le réchauffement climatique, pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Nous avons besoin de l'Europe pour défendre les droits humains, le droit à l'avortement, le droit des minorités, des homosexuels. Nous avons besoin d'améliorer l'Europe pour les droits sociaux, d'améliorer l'Europe pour des politiques industrielles, de relocalisation, améliorer l'Europe pour
avoir une diplomatie, une défense européenne plus forte et préserver la paix pendant que la guerre est aux portes de l'Europe avec la situation dramatique de l'Ukraine. Et puis, dans ce mois en l'honneur de l'Europe aussi, rappeler des rendez-vous qui ont lieu, nombreux, dans la métropole et dans la ville, notamment culturels, à la Maison de la Danse, avec son spectacle participatif, aux Nuits Sonores, où des choses sont prévues, ou encore à la Villa Gilet, où il y a un festival littérature, dans le cadre qui est rattaché à ce mois de l'Europe. Et c'est important de rappeler notre attachement aux acteurs culturels sur ce territoire, pendant que d'autres, je pense à la région, sont en train de se désengager de façon déraisonnable pour notre territoire. Et puis la question, c'est naturellement la préservation du climat. Et ça fait depuis très longtemps qu'ici, sur le territoire, les élus sont concernés, Sylvain Godinot l'a rappelé, à travers des schémas, toujours à 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'agir, et c'est ce que nous faisons depuis 2 ans à la ville de Lyon comme à la métropole de Lyon. Agir dans tous les secteurs. D'abord, économique. Avec les industriels, nous nous sommes engagés pour une industrie qui préserve l'environnement. C'est la transformation de la vallée de la chimie que nous voulons accélérer pour qu'elle soit compatible avec les enjeux d'aujourd'hui. C'est, et d'autres l'ont fait, la ville de Lyon ou le Citral, un schéma d'achat responsable, travailler avec les acteurs économiques du territoire pour être de plus en plus ambitieux au fil des années et intégrer l'enjeu de décarbonation dans la politique d'achat de nos collectivités. C'est une politique sur les mobilités très forte, un développement massif des transports en commun, avec notamment la multiplication par 2 du budget d'investissement du Citral, qui est porté à 2,5 milliards d'euros. C'est 23 km de lignes de tramway supplémentaires. Pour la ville de Lyon, c'est par exemple la ligne T10 qui va aller de Gerland à Vénissieux en passant par Saint-Fond. C'est aussi la ligne centre-est qui va faire par Dieu 7 chemins. C'est la ligne centre-ouest qui va être un peu décalée dans le temps mais qui va permettre d'aller à Vèze et à la Duchère. Et puis, on aura des annonces dans les jours qui viennent sur la desserte du 5e arrondissement. C'est un développement massif du vélo avec les voies lyonnaises, de la marchabilité, notamment avec la transformation de la rive droite du Rhône que nous avons lancée il y a quelques semaines. Et donc, c'est une volonté massive d'offrir des alternatives à la voiture individuelle. Mais c'est aussi une action énergétique très forte portée par le vice-président Philippe Guelpa-Bonaro, avec en premier lieu la sobriété. Isoler les bâtiments, c'est déjà 18 000 logements qui ont été isolés par le dispositif Éco-Rénov' dans la métropole de Lyon. C'est naturellement une diminution des gaz à effet de serre, mais c'est aussi un meilleur confort pour les habitants pendant les canicules. C'est la réduction des factures énergétiques pour les habitants, et puis c'est du travail pour nos entreprises locales, c'est du gagnant pour tout le monde. On va accélérer la rénovation des logements, c'est une priorité absolue. C'est aussi continuer à développer le réseau de chaleur, qui est un vrai atout du territoire, notamment pour la ville de Lyon, de continuer et de développer des chaufferies biomasse et plus au gaz. C'est une question aussi de décarbonation, mais c'est aussi une question d'indépendance énergétique. On le voit avec la guerre en Ukraine, le sujet est majeur, et aussi de maîtrise des coûts d'énergie pour les habitants. Nous avons aussi un plan sur le photovoltaïque qui va être développé dans les semaines qui viennent, ou encore la décision à Pierre-Bénite, à la station d'épuration, de créer un méthaniseur. C'est un projet de près de 50 millions d'euros d'investissement pour avoir du biogaz GNV qui va nous permettre d'alimenter 8000 foyers ou 200 bus du Citral, puisque pour que les communes puissent avoir du gaz naturel, il faut encore le produire, et nous allons le faire avec l'assainissement. Nos boues, plutôt que de les brûler, nous allons pouvoir avoir de la méthanisation. Et on a tellement de politiques que je pourrais vous parler des déchets. Nous avons installé des bornes à déchets organiques dans le 7e arrondissement de Lyon. C'est une réussite extraordinaire, plébiscitée par les habitants. Un taux de tri quasi parfait à 98%, des tonnages importants. D'ici 2 ans, toute la métropole, toutes les zones urbaines de la métropole auront ces bornes à déchets organiques, et notamment, naturellement, la ville de Lyon. C'est un plan nature ambitieux avec une végétalisation et des budgets qui ont été multipliés par 2, 3 et plus parfois. La préservation de la ressource en eau avec la création d'une régie publique, ou encore une politique agricole forte pour aider les agriculteurs du territoire à passer en bio et à produire pour nos cantines et pour les habitants.
Et puis, je vais m'arrêter là sur nos politiques très nombreuses, parce que j'ai déjà été un peu long, pour féliciter à nouveau la ville de Lyon d'avoir été retenue, de dire que naturellement, nous soutenons la ville de Lyon et les 58 communes autres de la métropole pour faire cette transformation climatique. Elle est indispensable. L'Europe a un rôle majeur, mais nos territoires doivent prendre toute leur part pour le bien-être de toutes et tous. Merci. Le maire de Lyon vous l'a indiqué, nous sommes en direct et ce soir nous accueillons Matthew Baldwin, directeur général de la transport et mobilité à la Commission européenne. Bonsoir Matthew, vous nous entendez? Oui, merci. Vous m'entendez aussi, j'espère. Parfait. Super. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le maire, madame et messieurs les élus. Chers amis, et merci pour ces discours inspirants. C'est un grand plaisir de vous écouter ce soir. Et merci aussi, Sylvain, pour votre explication très claire de la mission. Et donc, ça me rend les choses plus faciles. C'est un plaisir énorme de vous joindre ce soir pour cet événement, pour fêter Lyon comme une des 100 grandes villes climatiquement neutres et intelligentes jusqu'à 2030. Vous avez entendu, Monsieur Doucet, avec la liste d'Aachen à Zagreb, de Amsterdam à Zaragoza. Vous, les grandes villes, représentez 12% de la population européenne. Donc, vous êtes un groupe très important pour nous et pour l'Europe. Désolé que je ne peux pas vous joindre ce soir pour des excellentes raisons personnelles. Mais deuxièmement, pour vous faire écouter un autre discours en mon français exécrable. Mais je voudrais d'abord dire, c'est un jour festif, bien sûr pour vous, oui, mais ici à Bruxelles, le 9 mai, sur la date qui marque la naissance de notre Europe, la journée de l'Europe, Schuman Day, comme il dit en anglais ici, et la naissance de notre Europe unie, pacifiée et prospère, dans les mots de président Ursula von der Leyen, c'est aujourd'hui, notre fête, malheureusement, revit les heures sombres d'un passé que nous croyons révolu, avec cette guerre atroce du Kremlin, une agression insensée contre le peuple ukrainien et bien sûr les grandes villes d'Ukraine. Marquez-vous ça. Dans ce contexte, et après Covid, il y a quelques-uns qui me demandent pourquoi pas relâcher un peu sur la pacte européenne? Pourquoi insister sur ces 100 grandes villes? Pourquoi est-ce que vous insistez sur la réduction de 55% des gaz à effet de serre? La réponse de notre part est claire. C'est qu'on continue, on avance et on n'arrête pas. Pour rendre notre continent indépendant des énergies fossiles importées, en particulier de la Russie, pour diminuer les coûts d'énergie, nous allons continuer de travailler d'arrache-pied pour les objectifs européens de changement climatique. Vous savez bien sûr ce soir à Lyon pourquoi nous demandons aux grandes villes d'aller en avant, d'accepter ce défi énorme sur la neutralité climatique. Pourquoi? 75 de nos citoyens européens habitent dans nos grandes villes. Ça va monter d'ici à 2050 à 85%. 65% de notre consommation globale énergétique vient de nos grandes villes. Mais vous avez dans les grandes villes la densité de la population, la capacité de jouer ce rôle clé et dans nos maires, bon exemple ce soir, comme on a entendu, l'ambition, la détermination, la vision d'aller plus loin. Et c'est parce que vous acceptent la responsabilité de lutter contre le changement climatique, mais parce que aussi, vous savez comment réaliser ces co-bénéfices, de diminuer la pollution aérienne, de diminuer la congestion et les morts dans nos rues. Ils vous comprennent que notre pacte vert européen
doit être effectivement mise en œuvre au niveau local, dans les villes, avec les citoyens, au carrefour d'Europe, où la politique de changement climatique rencontre directement le peuple. Quelqu'un m'a demandé d'expliquer pourquoi nous avons choisi Lyon. Pourquoi Lyon? Vous me demandez pourquoi on a choisi Lyon? Avec avec votre histoire et votre géographie, avec votre détermination qu'on a entendue ce soir de livrer une ville sobre, apaisée, végétalisée, accueillante, inclusive et solidaire, avec votre reconnaissance des enjeux, de l'échelle de ces défis. Et par exemple, avec la participation aussi, si j'ai bien compris, des 80 groupes de parties prenantes, y compris les entreprises, y compris les groupes culturels, éducatifs, de recherche et tout cela, au cœur de votre ville, pour inspirer ce changement, ces changements ensemble. Ça, c'est pourquoi on a sélectionné Lyon, de commencer ce grand voyage avec nous. Nous sommes très fiers que vous avez exprimé votre intérêt, votre ambition, et ce soir, vos politiques pour y aller, fascinant d'entre tout ce que vous allez faire si vite. Deux mots, si je me permets, sur le travail devant nous. Le premier but, c'est en fait de demander aux grandes villes de travailler sur ces Climate City Contracts, comme a exprimé très bien Sylvain Godineau il y a un moment. Mais je voudrais mettre emphasis sur ces trois éléments clés. Premier élément, votre plan d'action sur le changement climatique. Il a très bien décrit votre feuille de route. Comment vous allez arriver à net zéro d'ici à 2030? Quels sont les secteurs, la mobilité, les renouvelables, les bâtiments, l'économie circulaire qui posent des vrais défis pour y arriver? Vous avez déjà votre plan, c'est clair, bien sûr, mais vous pouvez avec nous, avec nos partenaires dans le Net Zero Cities Consortium, raffiner un peu ce qu'il faut faire dans les mois qui viennent, que vous allez co-rédiger avec les parties prenantes de la territoire, avec aussi, bien sûr, vos citoyens. Deuxièmement, votre plan d'investissement et de finances. Ces changements vont coûter cher. Et donc, c'est bien évident, comme a dit Sylvain il y a un moment, qu'il y a beaucoup de soutien disponible dans les marchés financiers pour augmenter ce qu'on peut faire au niveau européen, au niveau national et local. Mais il faut des plans très clairs, très spécifiques là-dessus. Et bien sûr, le troisième élément, le contrat lui-même. Quand le maire prend l'engagement spécifique lié aux action plans et plans de financement que vous allez engager pour arriver à ce statut de climatiquement neutralité climatique d'ici à 2030. Vers, mais je voudrais dire aussi avec vos citoyens. Et c'est dans cet élément qu'il faut voir la participation des citoyens dans ce projet énorme et transformatif, avec votre Parlement, fascinant d'entendre, que Sylvain Godineau vient d'expliquer il y a quelques moments. Ensemble, ces trois éléments dans le Climate City Contract, vérifiés bien sûr par la Commission européenne, va vous donner le statut, le label en anglais, l'étiquette du Climate Neutral City, pour vous aider la réalisation, y compris le financement de ce projet. C'est très important, ces trois éléments, c'est la grande partie du travail devant nous. Nous envisageons, excusez-moi, en effet, une période de quelques mois, vers peut-être un ou deux années pour quelques-uns, pour conclure ces contrats. Et j'en suis sûr que les villes vont travailler ensemble, ils vont apprendre ensemble dans ce réseau que M. Doucet a parlé. Enfin, j'espère vous allez travailler avec les autres villes, les villes non sélectionnées. Vous savez bien, nous avons eu 377 applications. C'était un choix horrible pour nous. Mais ces autres grandes villes ont aussi leur ambition d'arriver à la neutralité climatique. Donc, pour moi, il faut un trajet partagé, un trajet
transparente et un trajet solidaire entre les villes. Écoutons-vous ce soir, j'en suis très confiant. Voilà, j'arrête là avec une grande merci pour votre attention, pour votre invitation. Je vous félicite encore une fois avec tout mon cœur, mais le travail commence maintenant. Let's go, allons-y. Merci. À présent, j'appelle Nathalie Dampnier, qui est présidente de l'Université Lumière Lyon 2, pour nous apporter un éclairage scientifique sur le changement climatique. La barre est haute. Oui, j'ai essayé de sauter, mais ça me paraît un peu haut. Donc je sors mon discours de mon coussin. Voilà. Et d'abord, je voudrais évidemment vous remercier de cette invitation et vous dire, je pense avec l'ensemble des partenaires du projet, que je suis très heureuse évidemment que Lyon fasse désormais partie du réseau des villes européennes climatiquement neutres. C'est une reconnaissance de la qualité de la candidature de Lyon, ça vient d'être souligné, je trouve, avec force. Mais ce sont surtout de nouveaux défis qui s'ouvrent devant nous. Faire partie du réseau nous honore, sans doute, vous honore, et nous oblige collectivement. Alors, comment penser le rôle, la place de l'enseignement supérieur et de la recherche dans cette aventure, dans ce projet ? C'est la mission qui m'incombe, je crois, de commencer à apporter quelques éléments de réponse à cette question-là. Et puis, plus spécifiquement peut-être, comment envisager l'implication d'une université de sciences humaines et sociales dans ce processus ? Alors, ce que l'on peut souligner en premier lieu, c'est que les étudiants et étudiantes portent une attention très forte aux enjeux climatiques. C'est le cas plus globalement des jeunes. Mais cette préoccupation s'élève avec le niveau de diplôme, c'est ce que l'on constate, et se trouve particulièrement forte chez les étudiants. À l'université, nous percevons donc ces phénomènes de manière très aiguë. Les étudiants sont très impliqués dans les mobilisations pour le climat. Ils expriment aussi ces préoccupations dans les activités pédagogiques, dans des échanges plus informels, aussi lors de différents événements. Cette année, par exemple, nous avions un concours d'éloquence sur le thème de l'empreinte. On imagine bien comment, de manière très diverse, on peut aborder la question de l'empreinte sous toutes ses formes, avec de très nombreuses variations, comment on peut avoir recours à de très nombreuses images et interprétations. Et c'est dans la plupart des prestations la question de l'empreinte de l'homme sur son environnement qui s'est imposée, la question de l'empreinte carbone, la question de l'empreinte climatique qui a prédominé. Comme nous l'avons vu à l'occasion de la réflexion aussi sur la création d'un centre de santé mentale pour les étudiants, cette préoccupation se traduit aussi souvent par ce que l'on appelle l'éco-anxiété. Alors, ce terme d'éco-anxiété a fait son apparition dans les écrits scientifiques de manière assez récente pour désigner des émotions difficiles vécues par les individus conscients de la dégradation climatique. C'est la peur que les changements climatiques dégradent la planète de manière irrémédiable, notamment. Cette éco-anxiété, elle se traduit par un sentiment de détresse face au dérèglement des écosystèmes. Elle englobe une variété d'émotions, des inquiétudes, de la peur, du désespoir, de l'impuissance. Et ces émotions sont généralement causées par le fait que les actions individuelles, bien que pertinentes et nécessaires, n'ont pas les effets espérés par les personnes qui les mènent. Et de plus, elles apparaissent généralement lorsqu'une personne est bien informée et de mieux en mieux informée sur les impacts des changements climatiques à l'échelle planétaire, et qu'elle réalise qu'il reste peu de temps pour agir. Récemment, une étude internationale coordonnée par l'Université de Bath au Royaume-Uni, en collaboration avec 5 autres universités, a permis de mener une enquête auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans sur 10 pays de tous les continents, dont la France. Et les résultats sont les suivants. 59% des jeunes interrogés se disent très inquiets ou extrêmement inquiets face au changement climatique. 77% des jeunes qualifient l'avenir d'effrayant. Les 2/3 des jeunes interrogés ressentent des sentiments négatifs à cet égard: colère, tristesse, peur, désespoir, honte. 45% d'entre eux estiment que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. Les niveaux d'anxiété sont particulièrement
important dans les pays où les politiques climatiques sont considérées comme étant les plus faibles. Et enfin, les jeunes sont très affectés par le manque de réponses politiques. Plus de 60% estiment que leurs gouvernements ne font pas assez pour éviter une catastrophe climatique. L'éco-anxiété n'est pas seulement due à la destruction de l'environnement en soi, mais aussi fortement liée à l'inaction des gouvernements sur le changement climatique. Alors précisément, le réseau européen des villes climatiquement neutres propose d'agir. Impliquer les étudiants dans ce projet, c'est s'appuyer sur celles et ceux qui ont sans doute la conscience la plus aiguë de l'urgence climatique. C'est leur permettre de transformer cette anxiété et parfois cette colère en pouvoir d'action, en implication. C'est faire confiance dans leur intelligence et leur capacité à penser autrement les manières d'habiter la ville. Impliquer l'enseignement supérieur et la recherche, c'est aussi s'appuyer sur des savoirs, sur des recherches, sur une capacité à innover, qui viennent s'articuler et dialoguer avec l'expérience, les compétences, les savoirs de l'ensemble des acteurs de terrain. Et je voudrais donc m'arrêter un instant ici pour insister sur le rôle tout particulier qu'ont à jouer les sciences humaines et sociales dans la compréhension des enjeux climatiques et dans les réponses que nous pouvons y apporter. Depuis plusieurs années, je crois, a été faite la démonstration de la nécessité d'associer étroitement sciences de l'ingénieur, sciences humaines et sociales, pour travailler sur les enjeux de transition climatique, non pas seulement pour faire progresser la recherche, mais aussi pour porter des innovations qui puissent véritablement être implémentées auprès des populations, sur les territoires, dans les sociétés, dans leur diversité. Alors du point de vue académique, la lutte contre le changement climatique nécessite de mobiliser des domaines disciplinaires et des approches extrêmement variées. Et le défi principal, c'est de faire travailler ensemble, dans une perspective pluri- ou transdisciplinaire, qui ne se résume pas à une juxtaposition des savoirs, l'ensemble de nos domaines disciplinaires. Du côté des sciences humaines et sociales, la recherche sur le climat apparaît aujourd'hui comme un enjeu particulièrement fort, même si ça ne tombe pas forcément sous le sens quand on s'intéresse aux questions de transition ou de transformation climatique ou à la climatologie. Il ne va pas de soi que les sciences sociales soient des sciences de la climatologie. Eh bien si, détrompez-vous. Précisément, et si la climatologie devenait une science sociale comme les autres, se demandaient Francis Chateau-Renaud et Cathy Dubois en 2019, suite à un colloque du GIS Climat. Et puis, il y a quelques mois, au début de l'année, paraissait un ouvrage sur le climat au prisme des sciences humaines et sociales. Donc on voit qu'on est vraiment ici sur un questionnement aujourd'hui assez prégnant. Et évidemment, se pose la question de ce que viennent faire les SHS dans un monde où les ingénieurs et spécialistes des sciences de la matière travaillent sur la décarbonation. Quel est l'apport des SHS dans la résolution d'une équation qui semble d'abord tenir à des enjeux technologiques ou d'innovation technologique? Alors bien sûr, on ne dira pas le contraire ici, les connaissances et les technologies ne suffisent pas à faire évoluer les pratiques. L'exemple des véhicules diesel en est sans doute une illustration, alors que la nocivité des émissions de particules était déjà connue de longue date et que le recours à d'autres moyens, à d'autres carburants était possible. La part des véhicules diesel n'a eu de cesse d'augmenter dans le parc automobile français, et passant de 8% à 68% entre 1980 et 2015, période à laquelle la nocivité des particules en question était déjà bien connue. Donc la connaissance scientifique n'est pas le gage d'une transformation des pratiques. La mise à disposition de moyens technologiques ne l'est pas non plus. Et on le voit aussi à travers cet exemple, l'enjeu ne réside pas dans la fameuse acceptabilité des nouveaux moyens techniques ou des nouvelles technologies. C'est trop souvent à cette question de l'acceptabilité, qui résumait le rôle des sciences humaines et sociales. Finalement, les citoyens, les consommateurs, les usagers, sont-ils prêts à accepter de nouveaux outils, une nouvelle technologie? C'est bien souvent, malheureusement, la seule et unique question qui se pose lorsqu'apparaît un nouveau procédé,
une nouvelle technologie. L'acceptabilité est certes une vraie question, on ne va pas dire le contraire, mais une question sans doute assez sommaire et souvent secondaire. Les sciences humaines et sociales permettent d'abord d'éclairer les conditions de l'empreinte climatique. Les climatologues renvoient souvent au, je mets des guillemets, au système humain ou aux facteurs humains pour rendre compte de l'impact de l'activité humaine sur le climat. Ce sont là des termes extrêmement généraux qui ne permettent pas de saisir les dynamiques sociales, les expériences des acteurs, la diversité des pratiques et des représentations. Les sciences de l'homme et de la société s'intéressent aux relations que les acteurs entretiennent avec leur milieu de vie, aux interactions souvent complexes et aux frictions entre les éléments géophysiques et les sociétés, au façonnage des paysages par les sociétés humaines, avec tous les enjeux qui accompagnent ces phénomènes. Elles permettent de saisir aussi les différentes manières d'habiter la Terre, d'habiter la ville, d'habiter une ville, les dynamiques qui conduisent parfois à dégrader les milieux jusqu'à les rendre inhabitables, mais aussi les manières de penser le monde. Les sciences humaines et sociales permettent également de comprendre les conditions de déploiement de nouvelles pratiques susceptibles de transformer l'empreinte climatique des activités humaines. Au-delà de la question de l'adoption de nouvelles technologies, de nouveaux outils techniques, se posent les questions des modes de vie, des pratiques, des représentations, des valeurs, des croyances, du rapport à la science aussi. Au-delà des nombreuses injonctions formulées pour faire évoluer les comportements individuels, moins consommer, mieux consommer, consommer différemment, moins se déplacer, etc., se pose la question de ce qui fonde ces comportements. Il faut ici sans doute s'extraire d'une conviction selon laquelle le changement de comportement est une affaire individuelle. Le comportement est avant tout affaire d'usage, de pratique, de normes sociales. Les comportements individuels sont donc d'abord collectifs et socialement situés, socialement institués. Envisager des actions dans le cadre d'un projet de ville climatiquement neutre implique donc de prendre en compte différents éléments. La diversité des groupes sociaux et leurs caractéristiques. Par exemple, tous ne réagissent pas de la même manière à un renchérissement du prix de l'énergie. Certains vont réduire leur consommation, d'autres vont passer à de nouveaux modes de chauffage, de déplacement, etc. Cela nécessite aussi de comprendre les dynamiques sociales et les transformations des sociétés. Par exemple, dans nos sociétés où les rythmes de vie s'accélèrent, où on observe aussi des phénomènes, alors certains diront d'individuation, d'autres d'individualisation, on ne va pas trancher ici, sont de plus en plus massifs. Certaines adaptations des pratiques pour répondre aux enjeux climatiques ne sont pas envisageables, car elles contrarient ces tendances lourdes dans l'évolution des modes de vie. Les normes sociales aussi qui structurent les manières de faire et de penser sont des éléments qui imposent une très forte inertie. Il n'est pas envisageable de les contrecarrer ou seulement à moyen ou long terme. Les régimes socio-techniques dans lesquels nous vivons sont aussi le fruit de l'histoire des sociétés et contraignent à moyen, long terme parfois, malheureusement, les évolutions à venir. Nous héritons de choix techniques qui ont été faits précédemment. Mobiliser les sciences humaines et sociales, c'est donc se donner les moyens de saisir les rapports au monde dans leur diversité, et de là l'univers des possibles, des reconfigurations dans les manières de penser, de vivre et d'habiter la Terre et la ville, et une ville en particulier qui est cette ville de Lyon. C'est aussi se donner les moyens d'appréhender ces phénomènes à différents niveaux, selon différentes échelles temporelles, spatiales. C'est encore décrypter différentes visions du futur, plus ou moins partagées, plus ou moins conflictuelles. C'est donc se donner les moyens aussi de réfléchir aux capacités d'action collective et aux modalités, aux freins, aux enjeux de l'action publique.
Les enquêtes valeurs, les enquêtes EVS, le montrent bien, les préoccupations environnementales et notamment climatiques ne sont pas distribuées aléatoirement dans la société française en particulier. Ces enquêtes portent sur de nombreux pays européens. Mais plus encore, c'est ce qui me paraît intéressant dans ces enquêtes, la capacité à agir pour l'environnement n'est pas non plus appréhendée de la même manière selon les catégories sociales. Ainsi, dans la dernière vague d'enquêtes, les personnes interrogées ont été amenées à se positionner sur des affirmations. Je vais vous en donner 3, il y en a toute une batterie en fait, mais 3 exemples de ces affirmations. C'est juste trop difficile pour les gens comme moi d'agir pour l'environnement. Donc on demande aux personnes interrogées si elles sont d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation. Ça ne sert à rien de faire ce que je peux si les autres ne font pas la même chose. Ou encore, je donnerais une partie de mes revenus si j'étais sûr que l'argent soit utilisé pour éviter la pollution de l'environnement. Bref, on a toute une série de questions comme ça qui testent non pas la perception de la dégradation climatique ou de la dégradation environnementale, mais ce sentiment qu'il est possible d'agir à son niveau sur ces phénomènes. Eh bien, les réponses présentent des écarts de plus de 20 points selon le niveau de revenu, des écarts d'une trentaine de points selon l'âge, ou sans doute plutôt selon la génération ici, des écarts de plus de 40 points selon le niveau de diplôme. De même, les écarts sont extrêmement marqués si l'on place les répondants face à une alternative, qu'on peut juger caricaturale, mais c'est intéressant aussi de voir comment les gens réagissent à la caricature, une alternative entre croissance économique et protection de l'environnement. Ici encore, ce n'est pas tant le niveau de revenu que le niveau de diplôme qui est l'élément le plus déterminant. Ce dernier joue aussi plus fortement que le positionnement sur l'échelle gauche-droite, par exemple. Alors on le voit bien, engager un projet de ville climatiquement neutre, qui soit un projet collectif, ça a été rappelé, et je crois que cela nous tient tous à cœur, qui mobilise et embarque l'ensemble des habitants, appelle une compréhension et une analyse de la diversité de ces représentations, de ces pratiques, de ces manières d'appréhender les enjeux environnementaux et climatiques. Les sciences humaines et sociales peuvent grandement y contribuer, en tout cas je l'espère, de même qu'elles offrent de nombreuses ressources pour penser les modalités d'élaboration d'un projet partagé, pour penser la coopération, la co-construction des actions. Elles peuvent contribuer à faire des villes de véritables laboratoires de nouveaux modes de vie et de nouvelles manières d'habiter. Elles peuvent contribuer à élaborer des expérimentations démocratiques impliquant les habitants en posture de coproducteurs de ces villes en transition. Alors ce petit tour d'horizon, déjà trop long, je le sens bien, ne permet sans doute pas de balayer l'ensemble des apports des sciences humaines et sociales aux enjeux climatiques. Il permet néanmoins de mettre en évidence la nécessité d'articuler étroitement les perspectives de sciences humaines et sociales avec celles des sciences et des sciences de l'ingénieur pour analyser, comprendre, construire des démarches qui soient des démarches adaptées et des démarches crédibles. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition de connaissances, mais bien plus sûrement d'une coproduction qui appelle ces approches transdisciplinaires que j'évoquais, ces approches intégrées. Et c'est l'approche qui, d'ailleurs, a été retenue dans le cadre de travaux sur les mondes urbains, qui sont l'une des forces du site, ou encore dans la Fédération de recherche Bioenvis, biodiversité, eau, environnement, ville, santé. Et c'est dans ce sens aussi que je vais me permettre de parler non plus seulement en mon nom, mais peut-être pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche du site. C'est dans ce sens aussi que les établissements d'enseignement supérieur, leurs chercheurs, leurs étudiants pourront pleinement soutenir et contribuer au projet Lyon 2030. Et évidemment, nous avons hâte de vous accompagner dans cette formidable aventure. Merci pour ce bel éclairage. Et c'est le temps des questions-réponses, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des interrogations. Des micros vont circuler dans la salle. Donc, monsieur, vous vous présentez comme ça. Merci. Bonjour à tous, j'en connais quelques-uns. Je m'appelle Hugues Moret, je suis directeur scientifique d'une association naturaliste. Et donc, évidemment, je vais encore vous parler de ces choses-là. Et très rapidement, rappeler un élément. Alors, on a évoqué, et vous l'avez fait à plusieurs reprises,
le changement climatique, l'embrasement qui est en cours, et la dégradation de l'environnement. Or, je voulais encore, on a déjà, mais insister lourdement sur ce fait que les deux principales causes d'effondrement de la biodiversité sont la pollution tout azimut et la destruction des habitats. La troisième, c'est le changement climatique. Et donc, c'est une conséquence des deux premières. C'est-à-dire que travailler sur la biodiversité et notamment sur la réparation des écosystèmes et sur l'arrêt des pollutions, ça va dans le sens de l'atténuation des changements climatiques avec tous les bénéfices associés, biologiques, hydriques, environnementaux, climatiques, sociaux, psychologiques, etc. C'était une remarque, je pense que c'est important de le replacer. Évidemment, ce n'est pas une question de hiérarchiser, hein, c'est si on veut agir sur le changement climatique, il faut agir sur la biodiversité. On a eu une mise en garde, une mise en danger du pacte vert européen que vous avez évoqué, le New Green Deal, hein, où tous les indicateurs, toutes les propositions sont balayées par l'agro-industrie qui, sous prétexte de devoir nourrir l'humanité, balaye d'un revers de main toutes les avancées et les choix qui avaient été faits. Le président de Syngenta vient de déclarer que pour nourrir l'humanité et du fait de la guerre, il faudrait peut-être arrêter l'agriculture biologique. Donc c'est quand même terrible ce qui est en train de se passer à côté de ces effets extraordinaires. Et du coup, alors je ne veux pas paraître négatif, mais du coup j'ai des propositions ou des questions à demander, alors qui sont relatives à Lyon ou au Grand Lyon. Voilà les questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réfléchir à par exemple, la gratuité des transports, qui, en termes de changement de comportement vis-à-vis des voitures, est une porte ouverte, notamment aux plus pauvres, notamment aux plus dépendants, mais c'est-à-dire une gratuité et une disponibilité des transports, des vélos, etc. Vous avez évoqué le plan Éco-Rénov', donc qui est intéressant. Évidemment, rénover, c'est éviter les passoires énergétiques, mais malheureusement, c'est souvent fait avec des matériaux qui sont particulièrement délétères pour l'environnement, qui viennent de loin, et il y a souvent peu ou trop peu de conditionnement avec les matériaux locaux et les matériaux écologiques. Par exemple, l'ancien hôpital gériatrique de Francheville, qui fait plusieurs milliers de mètres carrés et qui va être rasé pour être donné aux promoteurs, alors qu'on pourrait le déshabiller et le réhabiller écologiquement avec de l'artisanat local pour quelque chose qui soit durable et qui serait justement une démonstration et une exemplarité. C'est l'objectif zéro artificialisation nette qui peut être mis en marche sur ce projet-là. Genasse, c'est pas Lyon, mais il y a 10 hectares de boisement qui vont être coupés. Alors, monsieur le maire, vous plantez des arbres de partout, c'est très bien. Le problème, c'est que si la ville d'à côté ou les villes d'à côté continuent à être rasées, il y a des projets de partout, de coupe d'arbres et d'arbres géants. On ne pourra pas les compenser avec les petites forêts qu'on plante. Et donc, il va falloir aussi s'atteler à conserver l'existant. Oui, je vais vous la passer. Conserver l'existant avant de penser à rétablir les systèmes. Voilà. Une réponse, merci. Monsieur le maire, une réponse ou Sylvain Gaudino? Monsieur le maire. Je peux dire déjà certains points. Rapidement, même si ça serait sans doute... Hugues attendrait sans doute que je fasse un plan d'action sur chacun des items qu'il a évoqués, mais... Oui, mais... Sur la nécessité de faciliter l'accès au transport public, c'est pour ça que je ne vais pas parler en nom du président de la métropole, parce qu'en plus il est plus là, qui est aussi président du Citral, mais il y a déjà des dispositifs de gratuité pour les plus précaires qui ont été mis en place pour justement faciliter l'utilisation des transports en commun. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur un dispositif de gratuité totale, mais de gratuité que je qualifierais de partielle pour celles et ceux qui auraient le plus de mal à pouvoir se déplacer. Sur Éco-Rénov', il y a une attention de plus en plus importante, sur la rénovation thermique des bâtiments de manière générale, il y a une attention de plus en plus forte qui est portée sur les types de matériaux. J'en veux pour preuve un bâtiment municipal, la bibliothèque municipale de La Part-Dieu par exemple, qui avait commencé à être rénové avec, si ma mémoire est bonne, plutôt du polystyrène, c'est ça? Enfin voilà, on a changé, en fait, la deuxième partie de la rénovation est faite en chanvre européen, voire même largement français, parce qu'on a une production de chanvre en France. Et sur le principe de la reconstruction plutôt que de la démolition-reconstruction, le principe de la réhabilitation plutôt que la démolition-reconstruction, oui, c'est aussi bien évidemment ce que l'on promeut, et notamment on étudie, je peux le dire parce que je signe les PC, on regarde les projets avec ce prisme-là. Après, il y a des cas où réhabiliter n'est pas possible parce que le bâtiment est structurellement pas solide, etc. Mais voilà, je veux pas répondre à chaque point, mais tout ce qui a été évoqué, c'est des éléments qu'on a en tête. Et l'enjeu aujourd'hui, effectivement, de les mettre, de les faire savoir, de les faire connaître, pardon, c'est que ça fasse système, en fait, aujourd'hui. On sait à quel point
les années précédentes, par exemple, pour prendre le sujet des matériaux biosourcés pour la rénovation thermique, bon, il y a quelques années, c'était très très difficile de trouver des matériaux biosourcés. Ça l'est de plus en plus, ça l'est encore assez... Enfin, on n'en est pas encore au stade où les filières sont suffisamment structurées. Je pense... Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il est important aussi de montrer ce qui est en train d'être fait. Et c'est pour ça que le fait qu'on soit tous ensemble aujourd'hui dans la même pièce et embarqués dans le même défi va aider à montrer comment chacun prend sa part et finalement comment est-ce que nous sommes tous entrés dans la même dynamique. Il y a aussi un effet... Tout à l'heure, Nathalie parlait d'individualisation ou d'individuation. Voilà, excusez. Il y a quelque chose dans la construction du collectif qui permet pas simplement, j'ai envie de dire, de se donner de la motivation, mais de faire reconnaître aussi que l'effort de chacun, il n'est pas vain, en fait. Il n'est pas vain parce que, d'abord, il entraîne l'autre, mais en fait... un peu comme la fameuse image du colibri qu'on a tous en tête, il va permettre à atteindre un objectif global. Et je crois, moi, à l'effet d'entraînement et d'accélération. C'est pour ça aussi, pour être clair, qu'on a voulu s'engager dans ce projet des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes, parce que je sais que dans cette salle, ici, toutes et tous, vous faites déjà beaucoup. Mais parfois, à faire beaucoup dans son coin ne nous permet pas de voir à quel point le chemin est déjà balisé et qu'ensemble, on peut à la fois additionner nos résultats, mais aussi nous donner par de l'échange de pratiques et aussi par, j'ai envie de dire, des synergies qu'on peut créer, nous permettre d'aller plus loin. C'est tout l'enjeu qu'il y a derrière aussi ce grand projet que je nous invite, mais je sais, vous êtes déjà engagés dedans, enfin en tout cas ce défi que je nous invite à relever. Et j'ai déjà été long et je suis sûr que Sylvain veut dire des choses. Pas du tout. Donc on passe le micro. Alors, des questions, hein, vraiment. Ah ouais, là, ça va être beaucoup plus court et ça va être une vraie question. Je suis Geneviève Richet pour le Pacte de la Transition Lyon Métropole. Ma question est la suivante. Je voulais revenir sur le Parlement dont vous parliez, Grégory, tout à l'heure. Est-ce qu'il est prévu pour ce Parlement d'avoir une vraie planification écologique? C'est-à-dire, ce que j'appelle planification, c'est quelle action on fait? Quand est-ce qu'on l'a fait? Pas quand on la démarre, hein. Quand est-ce qu'on l'a fait réellement? Qui l'a fait? Avec qui? Allez, c'est tout. Voilà ma question. Alors, moi, j'ai hâte, enfin, je vais me lever pour qu'on se voit, mais j'ai hâte qu'on sorte de ce format plénière qui, je pense, n'est pas très adapté pour la discussion qu'on est en train d'avoir, mais par rapport à cette question, enfin, bientôt, on va passer en format atelier et ce sera plus facile d'avoir des échanges, des questions, des réponses, et en plus, c'est pas toujours à la ville de répondre. Je pense que vous avez énormément de réponses. J'aimerais bien que ça vienne aussi des acteurs du territoire. Et on l'a très bien vu tout à l'heure. Et merci Nathalie de votre intervention. On voit bien qu'on ne peut pas prétendre, nous, ville, avoir la réponse à tout. Donc par rapport à cette question, oui, l'objectif de notre démarche Lyon 2030, c'est une démarche qui est claire en termes d'émissions de gaz à effet de serre évitées, puisque vous avez entendu Mathieu Baldwin tout à l'heure, il va nous falloir expliquer comment on arrive à zéro émission nette en 2030. Hein, donc on a expliqué comment on comptait dans la phase de candidature, maintenant il faut qu'on explique comment on réduit dans la phase suivante, et ça va être une autre paire de manches, on le sait tous. Donc oui, ce sera quantifié, oui, on chiffrera qui doit faire, enfin qui veut faire déjà dans un premier temps, puisque vous avez entendu qu'on était d'abord dans un appel à volontariat. Qui doit faire, on s'en doute bien, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises là-dessus, mais on voit bien qu'aujourd'hui, nous, Ville de Lyon, on ne va pas imposer, on est dans une démarche collective volontaire, et on va aussi chiffrer combien ça coûte, puisque vous avez entendu tout à l'heure aussi qu'il y avait un enjeu à être capable de dire, et cette transition, qui la prend en charge, combien ça coûte, combien ça rapporte, parce qu'évidemment, il y a des bénéfices, des co-bénéfices nombreux, des bénéfices sanitaires, des bénéfices de tout type qu'il faudra qu'on évalue aussi. Donc on va faire tout ce travail-là, on va le faire avec une première étape fin 2022 qui sera un rendu imparfait, puisque les plans climat sont tous imparfaits et s'améliorent de génération en génération. Et puis on ira affiner cette quantification et ce ciblage du plan d'action derrière. Alors vraiment la dernière question, parce que je vous propose ensuite de rejoindre la cour d'honneur où là vous pourrez continuer d'échanger. Hein, ça sera vraiment un temps de dialogue entre vous. Une courte question alors. Vous aviez le micro.
très Bonjour. courte et une courte réponse. Bonjour, Émeric Bemer. Je voulais juste qu'on définisse le périmètre en fait, pour la ville de Lyon 2030. Quels sont les périmètres? Ça va être les établissements publics, les infrastructures? On pourrait un petit peu juste me citer le périmètre pour comprendre un peu mieux? Merci. Donc l'approche que nous demande, que nous propose cette démarche Lyon 2030, c'est une approche de mise sous cloche du territoire ville de Lyon. Vous prenez une énorme cloche en verre assez grosse pour recouvrir le périmètre géographique de la ville. Tout ce qui est émis sous la cloche, c'est compté. Hein? Même le privé? Même le privé, et en particulier le privé qui fait évidemment l'essentiel des émissions. Les émissions qui sont sous contrôle de la mairie représentent à peu près 5% du total de ces émissions-là. Et ensuite, tout le reste, c'est d'autres acteurs publics et des acteurs privés. Mais nous, Ville de Lyon, nous ne sommes qu'un parmi les acteurs publics. Donc évidemment, c'est là qu'on entre dans la question de comment on travaille avec ces acteurs privés. Alors je complète en disant que toute l'énergie qui rentre dans la cloche, et notamment l'électricité, est aussi incluse dans la démarche. Donc il ne suffit pas de mettre une énorme centrale à charbon juste en dehors de la frontière de la ville pour dire ça y est, Lyon neutre. Non, c'est un peu plus compliqué, un peu trop facile, quoi. Donc ce truc-là a été évité. Et donc on sera amené à ouvrir un nouveau sujet, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, qui est la question de la compensation, qui rejoint un peu celle que vous souleviez tout à l'heure sur et si on rase les forêts à côté. Enfin, vous savez que, enfin, on l'a dit, hein, Lyon a des réseaux de chaleur importants, Lyon utilise de la biomasse, donc la question c'est, et cette biomasse qu'on utilise, est-ce qu'elle est gérée durablement, est-ce qu'on fait attention aux écosystèmes? Donc on a plein de questions derrière qui vont être liées au territoire avoisinant et plus lointain, notamment une question essentielle qui est celle de l'agriculture et de l'alimentation, puisqu'évidemment Lyon n'est pas très, enfin Lyon fait 1% même pas de son agriculture vu la proportion métropolitaine. Donc ces émissions-là aujourd'hui elles sont extérieures au territoire. On verra avec la Commission européenne comment on les comptabilise. Très bien. Donc si je conclue, on a vraiment du taf, quoi. Pardon? On a du taf. Ah, on a. Oui, non mais. Alors Lyon c'est 100 000 tonnes de CO2, enfin de gaz à effet de serre par an, la ville de Lyon, et le territoire c'est à peu près 5 millions. Voilà, alors nous allons continuer cet échange dans la cour d'honneur de l'Hôtel de Ville. Vous avez dû apercevoir en arrivant des arbres à vœux, donc n'hésitez pas à coller vos souhaits, vos vœux pour la ville de Lyon, pour réussir pleinement cette transition écologique Lyon 2030. C'est aussi une fête, donc vous aurez également de la musique par le Conservatoire national de région des jeunes. Il faut quand même fêter ce label. Bonne soirée à tous.